Donc la diffusion omnicanal des contenus, quelles nouvelles expériences consommateurs de la découverte au point de vente. Et j'accueille pour parler du sujet Jean-Luc Chétrit, président de l'IDECAM et de CARA, Michel Campan, président de Same But Different, et Laurent Laforest, sur le European Digital Director of L'Oréal Luxe. Voilà. On va commencer par Jean-Luc Chétrit qui va nous parler effectivement de l'évolution du multitasking et de ses points de contact. Ensuite, Michel nous parlera notamment de tout ce qui se passe en évolution à Shanghai. Et Laurent Laforest nous donnera sa vision d'annonceur marque, multimarque, en dernier. Je vous laisse la parole, Jean-Luc. Merci. Oui, je l'ai dit. Vous m'entendez? Oui, très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci au Figaro d'organiser cette table ronde, même si de table ronde, finalement, il y en aura peu. Je pense qu'on sera ouvert aussi aux questions à un moment. On a prévu, en effet, chacun une intervention. Moi, je vais essayer un peu de planter le décor, puisqu'on parle d'omnicanalité, de multitasking. Alors, de quoi s'agit-il? Et surtout, et ça, j'ai la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir vous donner des chiffres qui sont en avant-première, puisqu'on a fait une étude pour essayer de qualifier ce nouveau phénomène, qui, en fait, se résume avec cette ubiquité des contenus. On rentre dans une nouvelle ère, on va essayer de la décrire avec deux grandes dimensions. Une dimension de connectivité, évidemment, parce que quand on est devant son écran de télévision, mais aussi devant son magazine, son journal, on fait d'autres choses. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis on les fait au domicile, et puis avec un certain nombre de devices mobiles de toute nature, on le fait hors domicile. Donc ça peut être d'ailleurs le multitasking, l'étude dont je vais vous parler, essayer de le décrire, il peut être simultané. Et donc on est à la fois en train de regarder la télévision et de consulter son mobile, ou il peut être successif, c'est-à-dire qu'on a engagé une première démarche par un média et puis on le poursuit sur d'autres devices pour poursuivre l'expérience. Et donc cette dimension de multitasking et de connectivité permanente domicile hors domicile, eh bien, elle rend nécessaire évidemment la disponibilité, la diffusion, la distribution de contenu tout le temps, partout, sur différents devices. On va y revenir, ça a évidemment un fort impact sur les marques. Alors, avant-première en effet, puisque première fois qu'on présente les résultats de cette étude sur un panel propriétaire, donc 1001 opinions, dans lequel on a 30 000 individus. On les a interrogés, donc on en a pris une sélection, puisqu'on a 900 individus qui ont été donc étudiés donc, sur la fin d'année 2014. Et on a regardé donc des gens qui ont au foyer plusieurs équipements, télévision, ordinateur, téléphone portable, avec deux objectifs: décrypter les usages et ensuite essayer de tirer des conclusions. Mais là, à la limite, je laisserai aussi parler mes camarades de la table ronde sur la transformation de la communication des marques, quel impact ça a et comment on prend en compte ces nouveaux usages. Alors, tout de suite, un premier chiffre. On peut le dire, hein, parce qu'on en parle souvent, maintenant c'est fait, le multitasking est incontournable, c'est-à-dire qu'il est démontré désormais quantitativement, 77% des Français multitaskent chaque jour, et ils multitaskent avec, en particulier, quand on regarde un certain nombre de populations, plus de 96% des étudiants multitaskent. Les femmes multitaskent plus que les hommes. Après, parce que ça tient, c'est nature féminine, capable de faire beaucoup de choses à la fois. Elles sont... Pardon, c'est dans l'ADN, voilà. On n'a pas été surpris quand on a vu le résultat. Donc c'est 6 points de plus. Les jeunes multitaskent plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le petit tableau qui est sur la droite. La télévision et l'ordinateur sont les deux devices qui sont le plus engageants et qui sont le plus utilisés
dans cette dimension de multitasking. Donc en gros, on regarde la télévision et on a son ordinateur pendant 1h36. Alors tout ça ne s'additionne pas parce qu'on peut faire plein d'autres choses aussi en même temps. Mais voilà, on peut le faire avec de la radio, on peut le faire, alors la radio c'est un peu différent, mais avec évidemment des tablettes. Je ne vais pas décrire l'ensemble des résultats, on les mettra à votre disposition, mais en tout cas ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de voir en effet que le phénomène est désormais quantitativement extrêmement signifiant. Alors, la conséquence aussi, évidemment, c'est le nombre de contacts quotidiens entre un média et un consommateur, un client, une personne. C'est plus de 45 contacts, c'est 12 contacts de plus qu'en 2005, donc on a une multiplication du nombre de contacts. Et quand on regarde le nombre de messages publicitaires, parce que contact média ne veut pas dire forcément messages publicitaires, mais enfin, quand on regarde maintenant le nombre de messages publicitaires, on en est à 350 messages publicitaires par jour. Auxquels on est potentiellement confronté. Ça fait beaucoup, donc ça nécessite évidemment qu'on repense les modèles publicitaires. Deuxième élément important, je l'évoquais, donc je vais y revenir, sur la télévision et le desktop qui sont des drivers d'engagement. Intéressant de voir que 60%, plus de 60% des Français se disent avoir été exposés à une publicité interactive, on en voit de plus en plus. Interactive dans plein de sens, hein. Interactive au sens je vous renvoie vers un site web, hein, ce que beaucoup de marques ont fait depuis longtemps, vers une page Facebook, vers un fil Twitter, vers etc. Un site de e-commerce. 65% d'entre eux disent avoir interagi. Donc, déjà, commence à être significatif dans la capacité d'interagir avec une communication publicitaire. Alors, les interactions les plus fréquentes, c'est le drive to web, on a 27%, le drive to social, donc le drive to Facebook, 20%, donc on est assez proche, et puis ensuite, l'expérience online et le download qui est encore un peu plus faible. Enfin, globalement, on commence à avoir des chiffres significatifs sur l'interaction, donc je pense assez intéressant pour les marques de le développer et de le rendre de plus en plus pertinent, parce que là aussi, ça a été un peu une pratique générique. Maintenant, il faut lui donner du sens par rapport à des communications. Je vais revenir dessus. Le point important aussi, je l'évoquais un tout petit peu en introduction, c'est qu'on parle de multitasking simultané ou successif. Alors, c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour tous les marketeurs et les agences et les hommes de communication et les médias aussi, c'est que le parcours du consommateur est beaucoup moins linéaire qu'il n'a été, et donc on a quand même 45% des gens qui disent avoir effectué une activité en multitasking successif. Donc ils ont commencé sur un écran, puis ils ont poursuivi. Prends un exemple de ça, c'est évidemment, on peut commencer à regarder une série et puis finir en catch-up sur un mobile ou sur une tablette plutôt, parce que le mobile n'est pas encore utilisé dans cet usage-là. Mais évidemment, il y a plein d'autres usages, comme par exemple aller chercher de l'information. Alors attention, ici, quand on dit 14% des gens ont cherché des infos en vue d'un achat, c'est bien. Maintenant, ce que je n'ai pas mis sur cette slide, c'est quand même que dans ce multitasking successif, tout n'est pas forcément lié à la communication publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même 24% des gens qui recherchent une information sur Internet qui n'a rien à voir avec le sujet publicitaire. Donc, le multitasking successif et la capacité à, pour une marque, passer d'un message publicitaire à une action, et en particulier l'achat, c'est encore, il faut quand même le dire, c'est encore minoritaire, parce qu'on parle de 14% seulement. Voilà. Alors c'est déjà très bien. On voit d'ailleurs dans le petit camembert que l'action se fait tout de suite après la communication, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, on voit un message, et pour un tiers, immédiatement, et après tout ça donne à peu près 15% qu'on voit là, on va sur le site et on va potentiellement réaliser l'achat en ligne pour 12%. Donc on commence à voir ce tunnel qui peut conduire à l'achat. Je le relativise en disant bien que là on est dans le meilleur des cas,
a quand même encore, et on va revenir sur un petit schéma qui le montre, un parcours consommateur qui n'est pas linéaire et donc qui ne conduit pas directement de l'exposition publicitaire à l'achat en un seul clic. Justement, c'est de ça dont il s'agit. On va essayer de le résumer là, hein, mais là, il n'y a plus de chiffres parce que c'est justement... mettre des chiffres serait une grave erreur dans la mesure où, finalement, le constat, c'est que cette multiplication des points de contact, elle s'accompagne d'une individualisation du parcours. Là où on avait une approche linéaire assez simple, on pouvait classer par cible et on pouvait comprendre un parcours de manière simple, on a un parcours de plus en plus individualisé. Et pour faire très simple, ce que je viens de dire jusque-là a quelques conséquences d'un point de vue, j'essaie de les simplifier ici, dans la manière dont on doit travailler, nous, agences, les annonceurs, les médias, tous ensemble dans ce nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, pour simplifier, c'est un monde dans lequel on passe d'une approche qui était plutôt une approche plurimédia, certains auraient pu dire en millefeuille, sur lequel on ajoutait et on avait qualifié des modèles. Hein, dans le modèle plurimédia classique, on savait quel mix on devait accorder à chaque média. C'était qualifié, mesuré, démontré, et on reproduisait, hein, d'une certaine façon, on faisait un copy and paste sur les campagnes. Bon, désormais, on doit passer dans un modèle différent, compte tenu de ce que je viens d'évoquer là, puisque le parcours est plus individuel, puisque les recettes sont moins claires et que l'évolution des usages est désormais démontrée dans une approche qu'on va appeler transmédia, dans laquelle chacun des points de contact, on parlait de 45 points de contact avec une marque, on parlait du nombre de devices sur lesquels on peut désormais être en contact avec un contenu publicitaire. Chaque point de contact doit être traité de manière différente, différenciée, avec un contenu différencié. D'où la stratégie des contenus qui doit être totalement repensée entre les formats publicitaires traditionnels qui continuent à être nécessaires sur des écrans les écrans de télévision sont plus grands et donc ils sont tout à fait encore à même et appropriés. Là aussi, l'étude le montre, la télévision continue à avoir un rôle extrêmement important, par exemple, et la presse, sur la construction de l'image des marques, mais évidemment, on ne peut pas s'arrêter là, et donc il faut trouver d'autres types de contenus qui s'adaptent à ces autres usages qu'on voit là. D'où le deuxième point qui est du plan média, en tout cas ce que nous construisions nous pour nos clients, continuons à en construire des calendriers médias, eh bien de plus en plus la réflexion d'écosystèmes de marques. De plus en plus, les présentations auxquelles j'assiste désormais pour nos clients sont les présentations dans lesquelles on explique quel est l'écosystème de marque, quel est le rôle et l'interaction entre les différents points de contact et quel est le poids qu'on doit accorder à chacun. D'où d'ailleurs le point suivant qui est d'un modèle où on faisait surtout du média acheté, un modèle dans lequel on fait à la fois du média acheté, mais on développe des contenus, des plateformes. On est de plus en plus à travailler des plateformes de contenu, les annonceurs le font, qui sont disponibles sur leur site, hors de leur site, là où les clients sont présents, et évidemment en essayant de faire rayonner la marque, de jouer, d'utiliser au maximum ces interactions sociales et faire de leurs clients des ambassadeurs. Donc, ce paid on earned, c'est comme ça que j'essaie de le traduire, c'est ce nouveau modèle. Il n'est pas non plus, je ne suis pas en train d'annoncer une révolution aujourd'hui, si ce n'est que le mettre en œuvre de manière opérationnelle, désormais pour beaucoup plus de marques qu'on ne le faisait avant, je crois que ça c'est assez nouveau et c'est en train de s'accélérer. Dernier point, évidemment d'un point de vue mesure de l'efficacité, eh bien on doit passer d'un modèle où on mesurait l'audience et l'efficacité, enfin on ne mesurait pas l'efficacité, on mesurait le nombre de personnes qui étaient touchées par une communication, donc on parlait du GRP, à un modèle où on va être obligé de sortir du GRP, même si on sort là, Médiamétrie sort un GRP vidéo, c'est très bien, pour essayer de comparer, mais enfin bon, on a déjà dépassé le sujet du GRP pour aller dans d'autres sujets qui sont plus le retour sur investissement sur chacun des points de contact. Qui, là, pourrait nécessiter une autre journée. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'évidemment, tout le sujet de la data est au cœur de ces modèles. J'ai pris un dernier exemple, pardon, j'espère que je suis à peu près dans les temps, alors, qui est un peu, d'ailleurs, un peu en dehors de ce que j'évoquais là en termes de stratégie, mais qui est une illustration tout de même
de ce qu'on peut être amené à faire désormais aussi, d'un point de vue aussi, j'allais dire presque tactique, pour tenir compte de cette évolution du multitasking. Cet exemple, il est lié donc à de la synchronisation avec une startup, ça va être TY, qui est donc une startup de Partech, en tout cas Partech Shaker, et avec laquelle on travaille, et qui fait donc de la synchronisation télévision digitale, et qui permet donc d'envoyer un message alors différent ou le même. En l'occurrence, là, sur une campagne granola, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, en prenant en compte ce multitasking qui fait qu'on sait que les consommateurs de granola sont potentiellement en train de faire autre chose devant leur écran, autant que quand ils font autre chose, ils puissent avoir une communication granola qui puisse être en simultané. En tout cas, ça méritait de se tester. On l'a testé. Ce qu'on observe, c'est qu'on améliore, on multiplie par 10 le taux de clic quand on fait ce type de campagne par rapport à une campagne classique. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est suffisant? C'est une illustration, en tout cas, de la réalité et de l'impact en communication de ce phénomène de multitasking que désormais on peut considérer comme une réalité et qu'on doit désormais prendre en compte dans la façon dont on construit les plans de communication pour les marques. Voilà, j'espère, en synthèse, un petit peu, il y a 80 pages d'études, donc bon, voilà, on va vous les épargner. Et puis je pense qu'il y a là un peu à poser un peu le sujet de qui sont ces multitaskers, et finalement, on est tous des multitaskers, et comment on essaie de les adresser. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés dans la suite de cette table ronde qui vont permettre de couvrir les différents angles de la question. Merci à tous. Merci beaucoup et excusez-moi, il faut que je me lève, sinon je vais tomber. Je ne vais pas y arriver. Moi, pour suivre cette brillante intervention extrêmement intéressante sur la France, je vais essayer de vous proposer un voyage. On va essayer d'aller dans deux territoires, un territoire qui est le secteur du luxe, luxe au sens large, cosmétique, mode et luxe classique, et ensuite un voyage vers l'Asie. Pourquoi l'Asie? Donc moi je m'appelle Michel Campan, je suis le président et fondateur d'une société qui s'appelle SEMSEM, que j'ai créée il y a 6 ans après une carrière longue, mais pas si longue que ça, chez Hermès, chez Lancôme, dans le groupe L'Oréal, et ensuite chez Dior Couture, dans le digital. Je suis un gars du digital et du secteur du luxe et de la mode. J'ai créé SEMSEM à Shanghai, ensuite à Paris, maintenant à New York et à Hong Kong, pour accompagner des maisons de luxe dans non pas uniquement le fait d'aller conquérir la partie Asie, leur clientèle Asie, et vous allez voir que ça a une importance énorme pour nos marques, mais aussi pour apprendre. Parce que tout ce qui se passe en innovation, je suis désolé, c'est plus aux États-Unis. J'adore les États-Unis, j'adore New York, j'adore, etc. Mais c'est plus là que ça se passe. Tout ce qu'on raconte et ce qu'on voit dans l'étude, on le voit d'une manière encore plus poussée dans la pratique en Asie et en Chine particulièrement. Donc, ce qu'on cherche, c'est cette espèce de lien entre cet énorme savoir-faire qu'on a en France, une entreprise sur 2 dans le secteur du luxe et une entreprise française, et l'espèce de folie chinoise avec, par exemple, l'exemple du dernier single day d'Alibaba où il y a des milliards qui sont vendus de produits en un seul jour. Pourquoi ce point de rencontre? Simplement parce que la nouvelle révolution digitale, elle est en train de venir d'Asie. Ça semble très loin quand on est en France, mais tout ce que vous vivez actuellement en digital est un digital américain. J'utilise Facebook, j'utilise Twitter, etc. Ce n'est pas des startups françaises, a priori. Donc on est dans une logique et un modèle économique, et on va parler du modèle économique qui est vachement intéressant, qui est un modèle économique très publicitaire et très classique américain. Les Chinois sont en train d'inventer autre chose avec leurs groupes qui sont Tencent, Sina Weibo, etc. 2 Internets dans le monde. Un Internet que vous connaissez, que vous pratiquez, vous tapez dans Google pour chercher des mots, vous cherchez sur LinkedIn, sur eBay, sur Twitter, etc., etc. Et un Internet complètement séparé et différent qui a été fabriqué pour 2 raisons. Pour une première raison politique, pour simplement éviter que les gens disent ce qu'ils pensent dans les différents réseaux sociaux. Et deuxièmement, pour une raison très stratégiquement économique, pour fabriquer des champions. Il y a en Chine 3 énormes champions qui sont entreprises finalement assez peu connues par les Européens, qui sont des champions du digital et qui contrôlent Baidu, Sina Weibo, Tencent, WeChat, etc. Il y a un phénomène
Je suis dans un secteur qui est particulier, hein, qui est un secteur qui fabrique de très beaux produits en France ou en Italie et de temps en temps aux États-Unis et jamais en Grande-Bretagne, mais qui les diffuse et les vend à des clientèles étrangères. On ne fait pas de business dans le secteur du luxe en France. Enfin, les Français achètent très très peu. Et depuis quelques années, on voit un phénomène qui est ce qu'on appelle les global shoppers chinois. On a vécu des entreprises comme Hermès, des entreprises comme Vuitton ont été créées grâce aux Japonais. Très concrètement, la fortune et l'explosion du groupe Hermès et l'explosion du groupe Vuitton, enfin de la marque Vuitton, viennent des clientèles japonaises qui ont représenté certaines années de 30 à 40%. Les Japonais sont passés en décroissance, en une croissance extrêmement flat, et les Chinois ont pris le relais depuis à peu près, c'est très très récent, c'est depuis 9 ans. J'ai lancé le premier site e-commerce d'une marque de luxe, de Lancôme, dans la DPL. À l'époque, en 2006, on était les premiers en Chine. La Chine, c'était complètement un territoire. Les réseaux sociaux étaient en train de s'inventer, etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment loin de ce qu'on connaît actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec les travelers ? Parce qu'on est un business de voyage. On vend dans des beaux magasins à des gens qui se déplacent, qui viennent. Un produit sur 2 du secteur de luxe est vendu à quelqu'un en déplacement. Il y a actuellement 100 millions de travelers et d'ici 2019, il y aura x4. Donc en gros, le fait de pouvoir capter ces gens-là et les faire venir dans de beaux magasins, qu'on n'aime pas, c'est pas ça. Moi, je sais que mon salaire, il est payé par des marques qui sont elles-mêmes payées par des clientèles qui sont au final chinoises. Je vous conseille d'aller au printemps, aux Galeries Lafayette, au Bon Marché le week-end, et essayer de trouver un client français. Bon courage. J'ai essayé il n'y a pas très longtemps, on m'a donné une fiche pour devenir client, c'était en chinois. J'ai eu beaucoup de mal, mais voilà. Donc c'est actuellement la première population de shopping dans le secteur du luxe. Donc c'est pas un détail. Moi je sais quand j'ai créé SEMSEM il y a 6 ans, on nous prenait pour des dingues parce qu'on disait mais pourquoi à Shanghai, il faut réussir dans le premier arrondissement, deuxième arrondissement, enfin un truc assez français. Et quand maintenant mes interlocuteurs là, quand on voit 75% des achats se font en déplacement, etc. Ben oui, ces gens-là sont là, on les aime pas, mais c'est une culture formidable. C'est un besoin d'apprendre, d'acheter. C'est une population du luxe qui est beaucoup plus jeune, 5 ans en moyenne, plus jeune que la population moyenne américaine en particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout cette population, donc elle dépense 106 milliards de dollars, c'est 30% du secteur global du luxe. Et c'est la plus grande population Internet au monde. Beaucoup plus grande, évidemment, que la France, mais beaucoup plus grande que les États-Unis. Ah, on ne voit pas grand-chose, mais alors ça, c'est une carte de Chine. Voilà, 642 millions d'utilisateurs, 502 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, c'est des quantités. Et c'est vrai que quand vous créez un marché, on en parlait tout à l'heure avant de commencer sur le marché européen très fragmenté, etc. Les États-Unis ont été très forts en Internet parce qu'ils se sont lancés tout de suite sur un marché intérieur énorme. Les Chinois ont un marché intérieur colossal. Toujours connecté. Moi, j'adore cette petite phrase qu'on voit à Hong Kong partout, c'est ne gardez pas toujours vos yeux sur votre téléphone, parce qu'en gros, tout le monde est en train de regarder son téléphone à Hong Kong. Vous voyez des petites vieilles dames qui ont 75 ans, qui sont en train de payer leur petit morceau de pain avec leur téléphone, ça gêne personne, c'est normal, etc. Vous avez une carte Octopus qui vous permet de payer tout, du médecin jusqu'au coiffeur en passant par le métro, c'est normal. L'innovation digitale, parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard, en fait, ils sont arrivés pratiquement 10 ans après les Américains, elle est juste intégrée, elle est juste normale. Ah, on ne voit absolument rien. Et là, c'est la data, c'est le nombre d'utilisations de téléphones mobiles. Donc voilà les Américains, 287 millions en projection en 2017, x 10 en Chine. Donc c'est un Internet où tout le monde utilise Internet et un Internet qui est uniquement mobile. C'est là où amusant, c'est que moi je suis français, hein, comme vous, et depuis des années j'entends parler de la révolution du mobile, etc. Et moi, tous mes interlocuteurs, quand je discute avec eux en France, ils disent, ah Michel, tu veux pas me faire un petit site, un petit e-commerce, etc., etc. Eh ben non, en Chine on fait du mobile. On fait du mobile parce que le mobile, en termes de consommation, ça c'est la consommation de data, parce que vous pourriez me dire que les Chinois, ils ont beaucoup de mobiles, mais ce n'est pas des smartphones, ce n'est pas des vrais mobiles, etc. Ben, elle est 2 fois plus importante sur la zone Asie que sur les autres, enfin que la zone Amérique, et évidemment plus que l'Europe. C'est un territoire chinois qui n'a rien à voir, on a vu ça tout à l'heure. Donc ça, c'est l'ensemble des réseaux qui ont été fabriqués spécifiquement en Chine, qui sont une exagération marketing. Baidu, c'est un Google
encore plus marketing que n'est Google. Weibo, c'est un mélange entre Facebook et Twitter, encore plus marketing, encore plus publicitaire, etc. Et il y a ça qui est arrivé, ce petit truc-là. Ça, cette petite chose, c'est l'énorme révolution chinoise qui, même si vous ne l'utilisez pas, va vous balayer dans vos usages. Parce que tout ce que vous racontez sur l'omnicanal, ils sont en train de le vivre. Moi, j'ai découvert WeChat, j'ai découvert WeChat il y a 3 ans. Vous voyez mes équipes en train d'utiliser un truc. Je dis, oh, tu utilises un réseau social, tu es en train de parler avec tes amis, enfin, le truc facebookien, quoi. J'étais resté dans une logique assez facebookienne. Et il dit, bah non, je suis en train de faire un devis avec un entrepreneur, et puis là, je vais prendre un resto là, et puis là, je vais commander un taxi, et puis là, ah ouais, donc ton usage est un usage service. WeChat, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui a été lancée pour attaquer les réseaux sociaux chinois. Au départ, c'est un réseau social et qui permet de faire, pour simplifier, 4 grandes choses. Des services, centre d'appel, trouver des magasins, etc. Donc, l'usage actuellement, c'est 98% de l'usage d'un internaute chinois. C'est je téléphone, je demande, etc. Je peux regarder la marque, découvrir des films, découvrir des vidéos, etc., etc. La data est excellente en Chine, surtout dans les villes du premier tiers et du second tiers, pas encore dans le third tier. Mais donc, je regarde des vidéos, je viens interagir dans des événements, etc. Et on va voir dans le détail comment ça marche. C'est juste exceptionnel. Et je fais du CRM, de la rétention, je te donne des cadeaux quand tu achètes beaucoup. Lancôme est une marque exceptionnelle sur WeChat, je peux en parler beaucoup, qui fait tout son programme de CRM d'une manière brillantissime en intégrant tous les clients, tous les consommateurs, en intégrant les vendeurs qui peuvent parler directement aux clients finaux, etc. etc. Donc c'est là. Et je peux vendre et je peux acheter. Donc en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Ils ont transformé un réseau social en un écosystème complet. Vous parlez d'écosystème, mais c'est exactement ça. Et surtout, c'est marrant, quand vous parlez à mes amis, mes collègues asiatiques, maintenant, quand ils utilisent un WhatsApp ou un Facebook, ils disent, pourquoi ça fait que ça? Pourquoi ça ne va pas plus loin? Donc, le fait d'avoir tout intégré, qui est une notion assez chinoise, c'est de copier des choses et de les améliorer. Et ce n'est pas du tout de honte, c'est une manière de fonctionner. Maintenant, fait qu'ils sont suivis par Facebook. Quand on regarde, ça c'est la courbe, pardon, ça c'est WeChat, Weibo, c'est le temps passé. Et le temps passé dans l'univers du luxe, c'est fondamental. Plus je fais passer du temps sur une publicité, dans un e-commerce, dans un magasin, plus je m'imprègne, je comprends la marque. Un des soucis qu'a eu Internet depuis le début, c'est que c'est un média vraiment où on picore des petites informations, alors que moi j'ai besoin de temps pour raconter une histoire, pour vous expliquer un savoir-faire, pour vous montrer pourquoi mon produit est exceptionnel, etc., etc. Et ce temps passé, on voit tout de suite qu'il était au début, dans les années fin 2012, il était à peu près idem entre Sina, Weibo et WeChat. Sina et Weibo qui était le grand réseau chinois. Et puis il y a eu un phénomène incroyable, une explosion à partir de la fin 2013, début 2014, du temps passé sur WeChat. En fait, à ce moment-là, WeChat d'abord a fait 2 choses. Ils ont commencé à se faire connaître vraiment en Chine, donc à populariser leur usage. Et deuxièmement, ils ont commencé à fournir tous les services que je vous ai montrés auparavant, qui a fait sticker l'audience. Donc actuellement, on est sur un écosystème sur lequel les gens restent. Une fois de plus, c'est cette question de multitasking. Ils font leur multitasking sur leur device mobile et dans un réseau qui s'appelle WeChat. Et le reste n'existe plus. En tout cas, le reste s'écroule, voyez, en temps passé. C'est un temps passé de pratiquement 4 heures par jour. Donc, c'est vraiment stické, l'audience. Qu'est-ce que fait un WeChat? C'est pour ça qu'on parle de rétention. Il fait 3 grandes choses qui sont le chat, évidemment. Il est né par le chat. Ça, c'est exactement ce que fait WhatsApp, etc. Voilà. Mais WhatsApp ne fait que du chat. Donc, c'est un peu limité. Il fait des moments, exactement comme un Instagram. Donc, j'étais à une conférence sur Instagram il y a quelques temps, hier, pour le Festival de la mode. Et on parle d'Instagram, c'est génial, etc. Mais quand mes collègues chinois regardent ça, ils disent, c'est super. Mais une fois que tu as vu les photos, tu fais quoi après?
C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas cette notion de pourquoi modèle économique publicitaire, que je trouve fondamental parce qu'au final, ces entreprises doivent gagner de l'argent, sont régies, etc. Sur Facebook, vous avez un reach qui est catastrophique, à moins que vous fassiez plein de publicité. Donc voilà, c'est normal, etc. La publicité est compliquée, elle est invasive, etc. Les Chinois sont partis d'un truc complètement différent. Ils ont fait un modèle économique qui est différent, qui est un modèle basé sur le gaming. Vous connaissez, je ne sais pas si moi, le vendredi soir, je me fais un petit jeu, je suis là devant la télévision, je suis en multitasking avec mon ordinateur, mon théâtre, etc. Et je fais un petit jeu, etc. Et de temps en temps, quand la semaine était très, très dure, je télécharge un dragon. Et puis, alors vraiment, quand c'est très, très dur, je prends une tour. Et ben, au bout du mois, j'ai dépensé... 11,98 €. J'ai dit, oh, bah, Michel, il ne faut pas le faire. Et puis je recommence au mois d'après, etc. Le modèle du gaming est un modèle génial, gratuit, où les gens viennent eux-mêmes acquérir des choses en plus. Le modèle de WeChat, c'est les stickers. Les stickers, les emoticons. Si vous voulez parler avec votre ami, vos copains, vos collègues de bureau, etc., vous leur envoyez un petit émoticône, ça coûte 0,012 centimes de RMB, c'est rien du tout, et puis allez, vous le faites. Ben, moi, j'en ai acheté. Je me suis retrouvé, je ne suis pas tout jeune, à acheter des émoticônes de petits bonhommes qui bougeaient, et j'ai contribué au business model de WeChat. Ouais, mais ça change tout. C'est-à-dire que dans WeChat, je n'ai pas de pub, je n'ai pas d'interruption. Je peux parler à mes amis sans avoir un énorme écran qui me dit « Nissan, c'est génial, attends 2 minutes avant de cliquer là ». Ce qui me rend fou, parce que je suis un utilisateur comme vous, comme tout le monde, quoi. Et la dernière différence de WeChat, c'est WeShop, c'est l'intégration là. On va voir comment ça marche. D'abord, WeChat est basé sur le QR code. Ce fameux QR code dont on parle depuis des années, on dit c'est génial et tout, qui ne marche pas en Europe ni aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas dans votre téléphone un lecteur de QR code. Et ben WeChat, ils se sont dit, comme les gens n'ont pas de lecteur de QR code, on va mettre un lecteur de QR code dans WeChat. C'est juste pratique. Donc quand je veux scanner, je clique dans WeChat et je scanne mon QR code. Et voilà, c'est fait. Là, je scanne, hop, je paye et je m'achète du réglisse, ce que je veux, etc., etc. Je peux le faire sur Internet, je peux le faire dans les magasins. Je peux vendre, évidemment. Je peux faire un petit shop parce que tant que j'y suis, autant que je présente des produits, que je leur dis c'est sympa, etc., etc. Je peux faire de la reconnaissance vocale, évidemment. WeChat est technologiquement l'entreprise la plus avancée au monde sur reconnaissance d'image et reconnaissance vocale. Là, les Américains s'installent à Paris pour travailler avec nos mathématiciens sur la reconnaissance vocale, etc. Moi, j'utilise Siri, qui est juste génial pour envoyer des mails à mes équipes, mais il est quand même très en retard sur les reconnaissances vocales chinoises. Mes équipes utilisent la reconnaissance vocale en permanence pour envoyer des mails, etc. Et il n'y a plus d'erreur. C'est une reconnaissance vocale qui apprend, ce qui n'est pas encore la reconnaissance vocale de Siri, n'apprend pas encore. Vous n'avez pas de courbe d'apprentissage. Vos reconnaissances vocales, c'est juste de dire, je cherche un sac Vuitton, l'adresse, ou le shop. Ça, c'est pratique, hein. Reconnaissance d'image, je suis devant un cinéma, tchouk, je scanne l'affiche, je suis devant une pub, etc. Hop, boum, 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 les séances de cinéma autour de moi, géolocalisées. Pratique. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on ne l'est pas. Ils disent, mais comment vous faites ? Moi, j'ai l'impression d'être un peu d'un pays pauvre. Hein. Enfin, le Global Shopper Finder, ça c'est pour nos amis Global Shopper à travers le monde, c'est la plupart des maisons et des marques, etc., elles sont juste en train de présenter leur boutique. Je suis à Paris, je suis au Figaro, j'ai envie de m'acheter une belle montre, je clique, Piaget, boum boum, toutes les adresses qui sortent, en chinois, les heures d'ouverture, à qui je peux parler, etc., etc. Ça pose des problèmes d'organisation colossales aux marques, colossales. Oh, il faut avoir quelqu'un au centre d'appel qui parle chinois. Ouais. C'est mieux. Il se trouve que c'est tes premiers clients. Il faut avoir quelqu'un dans la boutique qui parle chinois. Ouais, c'est mieux. Il faut, etc., etc. Mais parce qu'en fait, ça fait péter les frontières. Ça fait péter les frontières qu'on a, nos petits pays, la France, l'Italie, les machins, etc. Parce que les voyageurs et nos clients s'en fichent. Ils voyagent, ils achètent. Les concierges, la base de WeChat, qui est cette première innovation, qui est de fait de dire, je pose des questions, je veux parler, je voudrais trouver un magasin, etc., etc., énorme succès en Chine et c'est ce qui fait le cœur de WeChat où je vais poser, je vais pouvoir envoyer une photo, tiens, je voudrais trouver tel sac, etc. Et pour en finir, la dernière innovation de WeChat, qui toujours dans cette logique de prendre le meilleur du monde entier pour l'intégrer et pour faire justement ce multicanal et ce multitask intégré, c'est iBeacon. iBeacon, c'est une géniale invention de nos amis américains.
qui est dans les cartons depuis des années. Enfin, je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé iBeacon. Moi, personnellement, je n'en avais jamais utilisé avant d'aller en Chine. Et ce qu'ont fait juste les Chinois, c'est qu'ils l'ont fait comme le QR code, ils l'ont intégré dans WeChat. Donc maintenant, quand je suis dans un lieu, et ils ont fait tout un lancement énorme avec tout un truc pour que tout le monde le sache, je fais un geste qui s'appelle le check-check, et s'il y a un iBeacon ici, je vais avoir la possibilité de recevoir une information. Donc je fais du online to offline, ou je fais plutôt du offline to online. C'est-à-dire que ça, c'est en train de cartonner dans les lieux d'exposition, dans les magasins, dans les métros, dans les bus, etc., etc. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, dès que je vais voir ce petit signe qui est celui-là, je vais pouvoir rechercher une information. Et alors imaginez, je suis en face d'un sac, dans le secteur du luxe, c'est un peu mon sujet. Je suis en face d'un sac, je fais ça, j'ai le petit film qui arrive avec ça, je clique, je lien, je deviens ami de la marque sur WeChat, et j'ai plus d'informations, et je pose une question, et je demande où je peux le trouver, etc., 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 etc. En fait, ça permet de finir la boucle de cet écosystème intégré entre le online et l'offline. Mais ce qui est génial, c'est que c'est les Chinois qui ont pensé. Un exemple de comment ça fonctionne concrètement, ça c'est une exposition. Les grandes marques sont dessus, c'est-à-dire que c'est Vuitton, Piaget, tout le monde est à fond en train de le monter. C'est une exposition et c'est comment je place des iBeacons dans différents endroits pour pouvoir juste permettre aux gens d'avoir des infos et une information particulière par rapport au lieu. En termes de conclusion, ce que je veux essayer de faire passer comme message, c'est que nos magnifiques maisons, qui sont toujours à l'avant-garde, qui ont été à l'avant-garde du e-commerce, tout le monde a l'impression que le secteur du luxe est un secteur ringard, c'est un des secteurs les plus modernes en termes de digital, extrêmement avant-garde en termes de social media, sont en train de se digitaliser grâce à nos amis chinois. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis Laurent Laforêt, je suis le directeur du digital pour l'Europe, pour L'Oréal Luxe, et j'ai oublié le petit machin qui me permet d'avancer, donc sans ça, je n'irai pas très loin. Alors, je vais vous parler de la relation contre nature, ce mariage étrange et nécessaire entre le luxe et Internet. Un mariage contre nature, mais un mariage nécessaire. Puis je vais vous parler aussi de cette nouvelle relation qu'Internet nous impose à nous, marques de luxe. Alors, un petit mot sur L'Oréal Luxe. On utilise le mot L'Oréal, mais L'Oréal Luxe, c'est toute cette marque. Je me pousse, vous verrez mieux. C'est toutes ces marques. Évidemment, la plus prestigieuse d'entre elles, c'est Lancôme. C'est aussi Yves Saint Laurent. Je vous montre l'un de nos derniers grands succès. C'est aussi Giorgio Armani, c'est aussi Biotherm, c'est aussi Clarisonic, c'est aussi Kiehl's, c'est aussi Urban Decay, et puis c'est aussi encore plein d'autres marques, et je m'arrêterai là pour les citer. Mais vous voyez, c'est une galaxie de marques très prestigieuses sur le marché des cosmétiques. Alors, quand je vous parlais de ce mariage étrange et indispensable entre le luxe et Internet, je faisais référence à quoi? Je faisais référence à ce qu'est le luxe. Alors, je ne vais pas paraphraser Bourdieu en disant voilà la différence, la différenciation qu'est le luxe. Voilà, le luxe, c'est un peu tout ça. Et c'est tellement tout ça que nos produits sont distribués dans des réseaux, en tout cas en Europe, je vous parlais beaucoup de l'Europe, dans des réseaux dits sélectifs, c'est-à-dire que nos produits, vous ne les trouvez que dans des department stores, des grands magasins, ou dans des boutiques, et nous imposons à ces distributeurs certaines règles pour exprimer le luxe et la beauté de nos produits. Nous visons toujours avec le luxe à créer une sorte d'écart entre des produits normaux et des produits de luxe. Chez L'Oréal, on parle beaucoup de la culture de l'écart, et c'est un élément qui, je pense, nous traduit assez bien. Bon. Donc voilà, le luxe, c'est ça. Et puis Internet, c'est ça. Bon, voilà, on a un petit problème. Vous voyez très bien, c'est que d'un côté, on a un élément qui vise à proposer des produits de haute qualité à un nombre finalement assez réduit de consommateurs. Et puis de l'autre côté, on a un outil qui a tendance à massifier les relations avec les consommateurs. Bon. Alors, bon, vous connaissez tout ça, 10 fois le nombre de connectés en Europe. Mais voilà, vous voyez, on est 392 millions d'Internet users en Europe, donc un peu plus dans le nord et un petit peu moins dans le sud. Bon, vous connaissez ça très bien, mais... Enfin, ok, très bien, voilà, il y a un média surpuissant qui apparaît, mais comment domestiquer ce média surpuissant ?
Voilà, chaque minute sur Internet, on fait tout ça, on télécharge, on fait des recherches. Puis de l'autre côté, je vous parlais du luxe, de sa sélectivité, de son caractère finalement qui s'adresse à un nombre un petit peu plus réduit de consommateurs. Comment domestiquer absolument tout ça? Alors, nous sommes aussi confrontés à une révolution qui est la révolution des médias. Nous étions finalement dans le luxe jusqu'à très récemment sur un modèle qui était un modèle très top-down, qui utilisait beaucoup la presse et qui utilisait beaucoup la télévision. Et regardez, très rapidement, on a des bouleversements des usages sur Internet que vous connaissez évidemment très bien, mais qui s'accélèrent. Un autre élément aussi qui, d'une certaine manière, est perturbant, c'est tout ce qui se passe sur le commerce, qui, il est vrai, bascule sur Internet. Alors là, vous avez une slide qui est plus globale sur le commerce, mais regardez, elle est quand même très intéressante. Voilà, on a désormais des grands e-tailers qui font désormais partie du top 10 des grands commerçants sur Internet. Alors évidemment, en Chine, évidemment, oui. Et puis, on a quand même Amazon. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'accélération de tout ça. Bon, des entreprises assez traditionnelles comme Tesco avaient mis 57 ans pour avoir 1 milliard de dollars sur Internet. Zalando a mis 4 ans en Europe. Bon, donc tout ça est assez perturbant pour nous. Et vous voyez, je parlais d'un côté d'exclusivité, et là, je vous parle de massification. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors là, pour revenir sur le marché des cosmétiques, c'est que de nouvelles marques Internet peuvent émerger grâce à Internet. C'est-à-dire Internet permet le développement de marques qui auraient eu beaucoup de difficultés à toucher leurs consommateurs autrefois. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, vous en avez parlé tout à l'heure, sur ce fameux parcours client sur Internet, qui est pour nous une véritable révolution et qu'il nous faut domestiquer. Donc, la slide est peut-être un peu compliquée à lire. En vert, c'est les activités online. En bleu, c'est les activités online. C'est une étude qui avait été faite en avril 2014 sur qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on recherche un produit avant de l'acheter. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, ce parcours client est devenu une espèce de très, très complexe labyrinthe qui entremêle comme une espèce de filet, comme un tissage, le offline et online. Alors, j'ai essayé de vous le synthétiser de façon un petit peu plus pédagogique et un petit peu plus simple. Voilà. Aujourd'hui, on a affaire à ce nouveau parcours du consommateur. Alors, on peut dire qu'on rentre toujours, peut-être un petit peu moins, sur un excitement key touchpoint, donc qui est a priori souvent la télévision. Et puis alors là, immédiatement, tout se dissout. C'est-à-dire que le consommateur, qui est acteur désormais, va chercher des informations complémentaires sur Google. Il va probablement aller visiter le site de la marque. Il va probablement aussi, je l'ai mis un peu plus petit, mais bon, le site du e-retail, et puis pour trouver des informations sur le produit. Et puis, le parcours va continuer. Il va chercher des informations complémentaires sur le produit. Il va probablement, on en reparlera, chercher des tutoriaux, des how-to vidéos, mais qui auront pour objectif cette fois de le séduire sur la marque et en même temps de lui expliquer les bénéfices du produit. Il va aller aussi chercher les avis de ses pairs sur des blogs, sur des reviews, et puis si tout va bien, le consommateur va acheter. Très honnêtement, il va plutôt acheter offline que online. Bon, mais enfin, il va acheter. Et puis, ce n'est pas fini. Ce parcours, ce multi-parcours, ce tissage des actions clients pour chercher de l'information sur Internet va se poursuivre. Il a acheté le produit. Là, il va encore une fois se rendre pour Internet. Imaginez que vous êtes une femme, que vous avez acheté un mascara, que vous avez une soirée et que vous voulez avoir des yeux de biche, que vous voulez avoir un style spécifique. Eh bien, vous allez chercher sur Internet un how-to, un tutoriel qui va vous expliquer comment réaliser cela. Alors, c'est un tutoriel qui est un petit peu différent du tutoriel précédent. Le tutoriel premier, il avait pour vocation de vous séduire. Ce tutoriel-ci, vous êtes séduite, vous avez acheté le produit. Maintenant, vous voulez l'utiliser de la meilleure manière. Et évidemment, vous voyez la problématique que tout cela pose pour une marque, en sachant qu'une partie de ces contenus, on l'a vu précédemment, sont parfois créés par autre chose que les marques. Un autre point extrêmement important, donc, qui traduit ce que je viens de vous dire, c'est que c'est une étude qui avait été faite par une grande agence qui est Full Six, pour ne pas la citer, qui était que 78% des consommateurs sont allés sur Internet pour s'informer ou acheter des produits cosmétiques. Alors là, on est globalement sur l'ensemble du marché cosmétique. Mais lorsque j'ai vu ce chiffre, j'ai quand même été assez impressionné. Donc aujourd'hui, voilà, on a 78% des consommateurs qui ont une interconnexion avec Internet pour s'informer ou acheter un produit. Alors tout ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter le produit sur Internet, évidemment, mais ils reproduisent un petit peu le modèle que nous avons vu précédemment. Donc, on a de nouveaux enjeux consommateurs.
on a des consommateurs qui sont finalement acteurs, voilà, bon, c'est tout ça, c'est assez simple, et qui sont à la recherche d'expériences personnalisées et dont le parcours s'est totalement dissous. Et évidemment, cela produit une reconstruction de la relation avec les marques. Alors, bon, je vais vous donner j'ai piqué quelques exemples qui me paraissaient importants d'illustrer avec vous pour traduire à la fois ce mariage contre nature et cette dilution des parcours clients. Alors, je vais vous parler très brièvement des bloggers ou des vloggers. Bon, est-ce que c'est un nouveau média? Probablement pour le luxe, oui. Je voulais commencer ici par un exemple qui est plus américain, donc qui est Michelle Phan, qui est probablement l'une des premières blogueuses à avoir eu un succès extraordinaire aux États-Unis. Alors, on ne voit plus très bien la slide, mais de mémoire, je crois qu'elle avait 14 millions de personnes qui la suivaient. Donc, vous connaissez le concept. Donc, toutes les semaines, une nouvelle vidéo est éditée par la personne. On est sur un modèle finalement d'abonnement. Donc, on est abonné à cette chaîne et on reçoit une information sur la nouvelle vidéo qui est diffusée. Succès extraordinaire. Et donc, vous voyez, un nouveau média pour les marques de luxe. Mais comment l'apprivoiser? En sachant que, on pourrait considérer ça comme étant des relations publiques, mais vous voyez, on est un peu plus loin que cela. Alors, évidemment, Michelle Phan a évidemment ensuite créé son propre site, c'est évident. Ce phénomène, on l'a partout. Alors, je vous ai donné ici un exemple français qui est Enjoy Phoenix. Donc, elle a été vue 1 177 000 fois, cette vidéo que j'ai dû prendre il y a quelques jours. Donc, vous voyez la puissance du média. On est sur le marché français. La problématique des blogueurs, souvent, c'est qu'ils sont très nationaux, ce qui pose un autre sujet. Alors, le sujet intéresse tellement les grands groupes de communication que vous voyez Red Carpet là, à droite. Donc, en fait, Red Carpet est développé par M6. Qui, en fait, grosso modo, a compris l'intérêt du sujet et est en train de développer, finalement, de prendre le contrôle de ce nouveau média et essayer de l'accaparer. Si vous avez 5 minutes, allez voir. Alors, c'est une cible beaucoup plus masculine, mais ce qu'a fait M6 sur, je ne sais jamais si c'est Golden Moustache ou Captain Moustache, mais allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ça paraît totalement stupide, hein, c'est de l'ironie bête sur les hommes entre 18 et 25 ans, mais c'est très très bien fait et ça fonctionne très très bien. Et avec des techniques très très précises pour séduire les internautes. Alors, encore une fois, pour réillustrer toujours ce phénomène du blog, je vous ai pris un exemple qui est The Blonde Salad, donc qui est en Italie cette fois-ci, on est chez Chiara Ferragni, et probablement un peu plus haut de gamme, mais encore une fois, grand succès et probablement un peu plus haut de gamme. Donc, ce phénomène, vous voyez, il est partout. Alors, le luxe, on en parle beaucoup sur Internet. Donc, on a parlé de bloggers, on a parlé de vloggers, mais il se trouve que les internautes, ils parlent aussi de nous, beaucoup. Et que, je vous ai mis ici l'exemple de Beauté Test, mais on peut retrouver ce type de site à peu près partout en Europe. Donc, ont émergé en Europe des sites de comparaison, des sites d'avis consommateurs, où le consommateur, tout à fait naturellement, va chercher de l'information avant son achat ou pour se rassurer son achat. L'audience de ce site est extrêmement importante. En France, c'est l'un des premiers sites de beauté visités par les consommateurs. Vous avez exactement le même phénomène dans tous les pays européens. Et puis, je voulais continuer sur un élément important qui est perturbant aussi pour les marques de luxe, qui est l'image sur Internet. Volontairement, je ne parlerai pas trop des médias sociaux, je ne parlerai pas trop de la mobilité, c'est évidemment extrêmement important. Bon, une photo que tout le monde connaît, 2005, l'élection du pape, 2013, l'élection du pape. Il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est, vous voyez, alors on peut parler du sujet de la mobilité, mais moi je parlerai plus de l'image, et du fait que Internet devient un média d'image de façon extrêmement importante. Cette image, elle est véhiculée évidemment par un Instagram, par un Pinterest plus aux États-Unis, Instagram plus en Europe. Et regardez, je vous ai ici sorti ce qui se dit sur la marque Lancôme sur Pinterest. Vous voyez, je vous fais une photo de l'écran très très rapidement. Mais vous voyez ici, encore une fois, que évidemment la marque essaye de prendre la parole, mais que également, pour revenir à ce sujet des points de contact, plein de gens parlent de nos marques. Et donc, pour une marque de luxe, comment apprivoiser, comment reprendre le contrôle de tous ces contacts? Je laisse le point d'interrogation. Évidemment, nous avons quelques solutions, mais je ne vous les dévoilerai pas. Alors, un autre élément extrêmement important par rapport à tous ces dilutions des points de contact, cette multiplication des points de contact, une des réponses et une des solutions, c'est évidemment d'essayer de reprendre le contrôle de la data du client. Alors, une problématique spécifique à l'Europe, c'est que nos produits sont multidistribués dans des réseaux de distribution extrêmement larges et que, évidemment, pour ces réseaux de distribution, contrôler la data est extrêmement stratégique et ces réseaux de distribution ont peu envie de nous confier la data. Vous avez des situations qui sont différentes en fonction des pays, mais en Europe,
nos produits sont distribués par des tiers. Donc, comment reprendre la parole? Comment essayer à minima, d'essayer de reprendre un petit peu le contrôle de ce parcours client qui s'est totalement dissous. Alors, je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple de Lancôme. Donc Lancôme, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, a développé une stratégie de diagnostic. Donc vous allez sur le site de Lancôme, alors plus exactement, vous voyez un film télé qui va vous proposer d'aller vous rendre sur le site de Lancôme pour réaliser votre diagnostic et recevoir des échantillons, qui est donc la promesse client. Donc vous allez trouver ici un moyen, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais d'essayer de recréer une relation et de reprendre le contrôle de cette relation avec le consommateur qui se trouve un peu dissoute parce que peut produire Internet. Je continue encore sur ce qui se passe sur Internet et la beauté. Quel futur sur le commerce? Donc là, je vous ai parlé plutôt médias, maintenant je vais vous parler plutôt commerce. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'avais envie de vous parler d'un truc qui est très différent, qui n'a rien à voir avec la beauté, qui est la chaussure. Bon, on va me dire, mais pourquoi la chaussure? Parce que la chaussure, vous voyez, il y a des grands acteurs qui se sont développés sur ce marché, et puis parce que ça. Voilà, donc c'est une donnée qui est officielle et qui traduit ce qui s'est passé sur un marché que je qualifierais d'un petit peu plus avancé sur Internet, sur ce marché de la chaussure. Bon, grosso modo, la croissance, elle est online, plus 45% de croissance sur le online, plus 0 croissance sur le offline. C'est assez simple, le marché bascule sur Internet. Qu'est-ce qui va se passer sur la beauté? Probablement quelque chose d'assez proche. Bon, il y a des choses aussi qui se passent dans le domaine de la beauté. Il y a des grosses bêtes un peu méchantes. Bon, on ne va pas en parler, mais quand même, il faut les garder à l'esprit. Aujourd'hui, nous n'avons aucune relation avec Amazon, puisque Amazon est quand même l'élément qui va être le plus massificateur. Donc, pourquoi aller travailler avec des gens comme ça? Je ne rentrerai pas sur les spécificités de notre marché et sur le contrat de distribution sélective, mais voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Et puis, on a essayé un petit peu merci d'avoir corrigé la faute d'orthographe qui était quand même assez énorme. On a essayé de simuler un petit peu ce que pouvait être le marché demain par pays européen de la beauté luxe online. Je ne parle que de la beauté luxe. Donc vous voyez à peu près ces chiffres, donc de où on part. Alors toujours grande différence entre le sud et le nord, mais ayons déjà en tête que 12% du marché, il est déjà online en Allemagne. 10% probablement cette année le sera aussi en Grande-Bretagne. Et vous voyez les simulations de croissance qui devraient nous amener à 20% du marché, en Allemagne par exemple, qui est un marché très avancé en termes de beauté, sur Internet. Donc on pourrait, le Sud est toujours un petit peu en retard, mais on voit des rattrapages. Vous n'avez pas ici les chiffres de l'Espagne, mais on voit des rattrapages assez forts. Voilà, donc il y a un essor inéluctable du e-retail beauté avec tous ces acteurs qui sont des acteurs ou spécialisés ou des acteurs grands magasins, avec une concentration inévitable de ces acteurs en Europe. Vous en connaissez certains, Sephora, Douglas, Nocibé en France, ou si vous voyagez un peu à l'étranger, vous les connaissez. Un mot peut-être sur filunique.com, qui est un acteur assez intéressant. C'est un acteur qui est situé dans les îles Jersey, qui respecte évidemment toutes nos directives, mais qui est très très offensif et développe ce qu'on pourrait qualifier de cross-border, qui est un nouveau phénomène, mais il serait trop long d'en parler. C'est-à-dire qu'on va voir finalement l'émergence probablement d'acteurs pan-européens à terme dans l'univers de la beauté, qui va encore une fois un petit peu rejouer certaines cartes. Donc on pourrait s'attendre à avoir ça de façon un peu systématique, 80% de offline toujours et 20% de vente online, mais c'est déjà beaucoup à un environ aux alentours de 2020, sans parler évidemment de tous les phénomènes de drive to store, de début de l'achat sur Internet et de finalisation sur du offline. Et puis pour conclure, alors vraiment très rapidement, je n'avais pas beaucoup de temps, mais je pense qu'Internet va produire aussi une révolution sur le point de vente. C'est-à-dire que d'un côté, on a un phénomène de massification avec Internet, mais avec Internet, on peut créer du drive to store, on peut renvoyer des consommateurs vers des points de vente, et probablement ces points de vente deviendront de plus en plus luxueux, offriront de plus en plus de services pour créer une véritable différenciation avec ce que peut proposer Internet, qui est finalement un média relativement froid. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Moi, j'ai une question pour Michel Campan. Comment est-ce que vous expliquez que WeChat ne soit pas disponible aux aéroports de Paris?
C'est dans la vie, le plus compliqué, dans la vie, le plus compliqué, c'est les organisations. C'est les structures, c'est les mentalités. C'est pour ça que je trouve ça vachement important de présenter ça, d'en parler ici, etc., de partager entre annonceurs et agences, parce que les structures, les organisations bloquent le digital. Les gens vont vite. Les voyageurs chinois, ils sont aux aéroports de Paris, ils sont au printemps, ils sont dans les rues, ils sont en train d'acheter chez Nocibé, ils sont achetés chez Sephora, les gens ne se posent pas de questions, et les organisations disent « Ouh là là !» Alors ils ont besoin d'études extrêmement bien faites pour réfléchir, etc. Mais le digital, ça va comme ça. En 6 mois, c'est fait, etc., etc. Mais c'est qui est super intéressant, c'est l'exemple que vous faisiez avec le site qui est dans le New Jersey, à Jersey, c'est qu'en fait, il y a comme ça permet à des acteurs qui sont des acteurs super entrepreneurs, qui ont envie de détruire le marché, d'y aller, quoi. Donc il va y avoir des nouvelles propositions, et c'est ça qui est chouette. Après, que les structures se réveillent, avancent, bougent plus vite. Sur le travel retail, si je peux me permettre, on commence à observer des phénomènes où il y a des acteurs qui sont en train d'attraper le trafic avant le départ. C'est-à-dire qu'il y a des tour opérateurs qui sont en train de s'intéresser au sujet et qui sont en train de proposer en fin de booking des propositions de cosmétiques. Et le consommateur donc pré-réserverait ou achèterait sur Internet, et ensuite, lorsqu'il se rend dans un aéroport, via un comptoir, on lui donnerait les produits qu'il a commandés, et si possible à son retour. Bon. Donc ça peut être extrêmement disruptif pour ce marché. Alors, il se trouve que dans le travel retail, dans les aéroports, il y a des formes d'exclusivité aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a des acteurs, il y a peut-être un Uber demain du cosmétique sur le voyage qui peut arriver et qui peut être disrupteur. On observe déjà des phénomènes, par exemple, dans l'Union européenne. Donc, en Union européenne, vous savez, vous payez la TVA partout. Bon. Mais on observe des acteurs qui vous font moins 20% immédiatement sur le prix du produit, donc qui déjà vous proposent quasiment ce type de service. Tout ça est un peu souterrain, on observe ça. Mais voilà, bon, c'est des nouveaux acteurs. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire un mot, parce que L'Oréal est travel retail est extrêmement en avance, très agressif, très smart. Lancôme fait un travail de pré-réservation sur le travel en Asie qui est exceptionnel. Urban Decay, qui est une très très belle marque du groupe L'Oréal, récemment, qui a rejoint le giron du groupe L'Oréal, qui est une très belle marque, est très agressive, etc. Donc on voit des initiatives assez formidables, et grâce à des acteurs français comme L'Oréal en particulier. Une question pour Jean-Luc Chétrit. J'aimerais savoir, parce qu'on parle de connectivité, de liquidité des contenus, on voit que le message se mélange avec le canal. On voit aussi au travers des 2 autres interventions à quel point tout devient global, voire international. Donc comment, quand on est une grande agence média, on se transforme et quelles nouvelles compétences on intègre pour répondre à des stratégies de plus en plus globales ? Vaste question, hein, parce que c'est une transformation profonde des annonceurs, parce qu'on doit être le miroir, l'agence doit être le miroir de ses clients, lesquels sont le miroir aussi de leurs consommateurs qui évoluent. Donc, transformation des organisations, transformation des métiers, et d'un point de vue géographique, capacité à travailler non plus en silo de pays, mais à travailler de manière ouverte. Et je pense aussi à travailler de manière ouverte dans un système qui est plus open source que par le passé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir toutes les compétences dans une seule maison, mais on doit être capable de faire travailler ensemble différents métiers. Et on en est un bon exemple, puisque c'est ce qui nous a permis, avec SameSame, d'accompagner justement le développement d'Urban Decay pour le groupe L'Oréal. Donc, le fondement de tout ça, c'est qu'en effet, cette transformation que j'évoque de métier, on doit l'effectuer extrêmement vite. Donc là, j'ai mes 2 casquettes, à la fois président de CARA et président de l'UDECAM. Et c'est tous nos métiers, c'est toutes les agences qui doivent se transformer extrêmement vite. On doit l'accompagner en termes de formation, en termes de recrutement. Donc on doit faire appel à de nouveaux types de talents par rapport aux personnes auxquelles on faisait appel historiquement. Elles sont toujours là, on a toujours besoin de construire des plans médias. Mais après ce qu'on vient de voir, si on n'a pas compris que dans une agence média, si encore le terme est le bon, on doit être capable de construire ces fameux écosystèmes, comprendre les consommateurs et ensuite développer les plans de communication, les activer, les mesurer, donc faire appel à des data scientists, faire appel à un certain nombre de métiers que nous n'avions pas jusque-là en agence. Donc c'est vraie transformation. Et puis il y a le modèle économique, ça sera juste mon dernier mot, pour dire que forcément, ça demande
Une révolution du modèle économique, parce qu'on passe de plus en plus en dimension de conseil, donc que ce conseil, il faut le valoriser, il faut que les annonceurs, je l'ai été, donc je parle de peu de connaissances, parce que j'ai quand même passé 12 ans chez Procter, 12 ans chez Nestlé, donc je pense à peu près comprendre les enjeux pour un annonceur aujourd'hui d'arriver à valoriser un métier d'agence, mais il est extrêmement important qu'ensemble, avec les médias d'ailleurs, on arrive à construire cet écosystème vertueux dans lequel on peut apporter une vraie valeur de conseil, parce que, et c'est mon dernier mot, je pense qu'on était dans un monde où ce qui marchait, c'était qui est le moins cher.com. Ça, c'est ce qui marchait. Ça marchait très bien. Ça, on va acheter moins cher. D'ailleurs, c'était le rôle d'une agence média, c'est d'acheter moins cher pour ses clients. Point. À un modèle dans lequel, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le moins cher qui est le plus efficace. Donc ça, c'est quand même une révolution culturelle. C'est une révolution technologique et c'est une révolution culturelle que d'arriver à construire potentiellement des écosystèmes qui sont plus chers, mais qui sont beaucoup plus efficaces et qui donc, au final, vont contribuer à la valeur pour les clients et pour les marques. Voilà, c'est un beau challenge. Mais merci de permettre, par ce type de discussion, de faire avancer la réflexion sur ces sujets. Merci beaucoup. Une autre question? Sinon, je vous invite tous à boire un café éventuellement et à poser vos questions en direct à nos intervenants. À tout à l'heure pour la suite.